Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Notre affaire se déroule le 26 mai 2023 aux environs de 16 heures à Busan, en Corée du Sud. Busan, c'est la deuxième plus grande métropole du pays, la plus grande ville portuaire du pays aussi. Cœur économique et culturel, Busan accueille chaque année un des plus grands festivals cinématographiques d'Asie, le Busan International Film Festival, qui a lieu en général entre les mois de septembre et octobre. Si jamais tu as l'intention de visiter cette belle ville, profites-en pour déguster leur spécialité locale, le milmyeon. C'est un plat de nouilles aux légumes un peu piquant, et en dessert, prends-toi un siat hot dog. C'est un genre de pancake au sirop et aux noix, qui est également originaire de Busan. On ferme la parenthèse bouffe, sinon je ne vais pas m'arrêter, ça va partir en tuto dans ma cuisine. Notre affaire se déroule donc à Busan en mai de cette année, c'est-à-dire presque avant-hier. Une écolière se promène dans la rue avec l'intention de se rendre au domicile de sa tutrice pour apprendre l'anglais. C'est sa mère qui prend cette décision de faire appel à une tutrice pour aider sa fille à renforcer son niveau jugé trop faible. Après avoir quitté sa maison où elle vit avec son grand-père, notre jeune étudiante toque à la porte de sa future tutrice, il est précisément 17h34. Bon alors est-ce que tu arrives à suivre parce que notre étudiante elle vit avec son grand-père mais c'est sa mère qui l'envoie prendre des cours d'anglais. D'une stature petite et relativement discrète, cette élève aux cheveux bruns porte un masque, comme beaucoup d'autres Coréens qui n'ont pas attendu le Covid pour se protéger. Elle frappe donc à la porte et elle est accueillie par sa nouvelle professeure qu'on va appeler Yeon. Yeon salue la jeune étudiante et l'invite à entrer. Notre tutrice d'anglais réside dans le quartier dynamique de Gwamjonggu, à Busan donc. En refermant la porte de son appartement, elle ne réalise pas qu'elle fera très bientôt face à un danger qu'elle ne soupçonnait pas sous son propre toit. Avant de continuer, précision importante puisque cette affaire a eu lieu il y a à peine plus d'un mois, c'est encore tout frais. Comme tu le sais peut-être déjà, les informations qui proviennent de la Corée du Sud sont assez limitées. Il existe une législation dans le pays qui protège l'identité des victimes et aussi des accusés. En Corée, ces éléments sont très rarement rendus publics dans les médias. Cette loi, elle est en rigueur depuis 1991 et elle a pour but d'assurer la sécurité des victimes comme des criminels et de leurs familles. Famille des deux, donc famille des coupables ou présumés coupables et des victimes. Selon certains cas, cette protection peut être levée, surtout s'il s'agit d'un acte aussi violent que celui dont il va être question ce soir. Il a été jugé important, nécessaire, que la société sache qui est cette personne dangereuse, et un nom va rapidement tomber. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce meurtre va choquer le pays tout entier, que dis-je, le monde entier. Même Justin, qui est américain, il m'a dit c'est un peu hardcore, je te déconseille de traiter cette affaire. Jong Yoo-jong naît en 1999, on n'a pas la date exacte de sa naissance, seulement l'année, donc 1999. Sans en connaître la raison, on sait que sa mère l'abandonne alors qu'elle n'a qu'un an, et puis quand Yoo-jong a 6 ans, c'est au tour de son père de l'abandonner. La fillette sera alors élevée par son grand-père dans le quartier nord de Bukgu, dans la ville de Busan. Son grand-père l'élève seul et les deux ne s'entendent pas, d'après Yu Jong. Plus tard, elle rejoint une école secondaire privée réservée aux filles, l'école Kyungye. Ses camarades du collège se souviennent d'elle comme d'une élève normale, gentille, plutôt silencieuse. D'ailleurs, elle a quelques copains qui l'encouragent à se montrer un peu plus dynamique, un peu plus enthousiaste. Yu Jong est membre de certains clubs, elle participe à certains projets scolaires, notamment des activités, et c'est quelque chose que l'on peut constater grâce à d'anciennes photos datant de son enfance. Il semble que les années à l'école se déroulent plutôt bien pour Yu Jong, jusqu'à ce qu'elle débute le lycée. Ce sera une époque charnière pour la jeune femme, puisque c'est à partir de ce moment-là que son attitude se met à changer. En effet, son entourage remarque qu'elle commence à s'isoler volontairement, et ce de plus en plus. Dans la salle de classe, Yu Jung occupe souvent une place près de la fenêtre, vers l'arrière. Elle prend ses pauses le plus souvent toute seule, ou alors elle étudie, elle révise. Une rêveuse incomprise qui préfère la solitude, peut-être. Ses camarades de lycée disent qu'ils ne remarquent pas sa présence tellement elle est effacée. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, Yu Jong ne tient pas particulièrement à garder contact avec ses connaissances. S'enchaînent alors pour elle 5 années sans emploi, elle ne parvient pas à trouver de travail, et pourtant elle se porte candidate pour notamment le poste de caddie de golf. Alors un caddie, c'est une sorte d'intendant, un assistant qui s'occupe de l'accueil, du transport des sacs de golf, etc. Donc Yu Jong postule, et elle va même envoyer son CV 2-3 fois tellement elle est motivée. On finit par la rappeler et elle passe un entretien en 2017 alors qu'elle est en 3e année de lycée.
Dans son CV, elle précise qu'elle adore travailler dans un environnement social. Elle dit qu'elle aime être au contact des autres, que c'est une personne très active. Étrange pour quelqu'un qui en réalité est isolée, discrète et très réservée. Enfin, étrange, non, en fait, c'est un mensonge. Mais la jeune femme veut vraiment cet emploi, donc elle embellit son CV qu'elle envoie jusqu'à obtenir une réponse. Et pourtant, aux questions qu'on va lui poser pendant cet entretien, Yu Jong ne répond pas vraiment. Ce qui l'attire le plus dans cette opportunité de carrière, en réalité, c'est la possibilité d'un dortoir en travaillant sur place. En effet, certains emplois en Corée proposent un logement ou un lit dans un dortoir. Yu Jong, elle désire sincèrement sortir de sa routine avec son grand-père, elle veut changer de vie, changer de situation, changer d'environnement. Le poste de caddie ne lui sera pas proposé, et elle se prépare alors à passer un concours pour occuper un poste dans la fonction publique. Malheureusement pour elle, il est impératif pour occuper ce poste de parler couramment l'anglais. Cette langue étrangère n'est pas son fort. À l'âge de 23 ans, son niveau est très scolaire, elle ne peut pas entretenir une conversation solide avec une personne anglophone, et ce point la frustre d'autant plus qu'elle ne cultive aucun rêve, pas de projet, pas d'ambition particulière. Faire la fête, manger au resto avec des potes, voyager, jardiner, enfin, il n'y a rien qui la fait frissonner. Enfin, il y a un truc qui la fait particulièrement frissonner, le true crime. Yu Jong cultive une passion dévorante, qui va te paraître peut-être ironique si tu es un habitué ou une habituée de cette chaîne. La jeune femme est une fan absolue de true crime. Alors on est sur un niveau de fanatisme hors du commun. Ah, c'est plus un hobby, hein, c'est du fanatisme. Elle passe plusieurs heures par jour à regarder des vidéos de ce genre. Elle possède énormément de livres et de romans spécialisés sur des meurtres. Elle visionne beaucoup de programmes consacrés à ce genre d'affaires violentes. Et visiblement, elle adore même certains tueurs en série, si on se fie à des éléments qui seront retrouvés plus tard sur son ordinateur. Les rares photos de Yu Jong montrent une femme tout à fait banale, au visage plutôt doux, et du fait de son jeune âge et aussi de sa taille, elle ne mesure qu'un mètre cinquante. Yu Jong n'attire pas forcément l'attention sur elle, c'est pas le genre de fille à porter des tenues extravagantes ou à porter beaucoup de maquillage. En gros, elle correspond pas vraiment à l'idée qu'on se fait d'un assassin. Non pas qu'un assassin porte du maquillage et aime s'apprêter, mais elle a une apparence qui est vraiment banale, quoi, simple. D'ailleurs, l'affaire étant si récente, est-ce qu'il est possible que les autorités se trompent sur toute la ligne vis-à-vis de son implication? Présomption d'innocence, etc. Qu'a donc fait Yu Jong de si atroce pour que son nom suscite autant de panique et surtout d'effroi en Corée du Sud? Et si le mobile du meurtre avait un lien avec une curiosité morbide, son appétence sans limite pour le gore et les enquêtes criminelles, peut-on vraiment en arriver à un stade d'obsession si avancé? S'il y a bien une chose que j'ai appris avec toutes mes vidéos, mais aussi de la vie de manière générale, c'est qu'il faut se méfier des apparences. Quelque temps seulement avant la disparition de Yeon, victime dont on sait très peu de choses, Yu Jong s'inscrit sur une application très appréciée des parents en Corée. C'est une application mobile qui pourrait être présentée comme un genre de site de rencontre à la Tinder, mais qui permet de trouver un tuteur, un professeur ou une babysitter pour son enfant. Puisqu'il s'agit d'un service très sécurisé, le CV fourni par les profils assure du sérieux de la part des futurs enseignants qui prendront soin des enfants ou des étudiants. Et ce type d'initiative, il faut savoir que c'est très sollicité en Corée, surtout à l'approche des diplômes et des examens. Yu Jong ne s'inscrit pas pour elle, mais pour sa fille de 14 ans. Bon là, tu te demandes d'où elle sort cette information. On n'a pas parlé de la moindre naissance d'enfant ou quoi. Cette jeune femme est vraiment très surprenante et tu vas vite comprendre pourquoi. Yeon, future victime, reçoit une alerte sur son téléphone. Yu Jong vient de la contacter. Du haut de ses 26 ans, Yeon, comme tant d'autres personnes, cherche surtout à se faire de l'argent avec ce petit à côté de tutorat. Elle cherche aussi à aider son prochain. Lors de leurs échanges sur l'application en question, Yu Jong lui pose une question qui semble anodine. Est-ce que vous habitez seul? Et à cette interrogation, Yeon répond par la positive. J'habite seul, en effet. La perspicacité de Yeon dans le cadre de sa conversation avec Yu Jong n'étonne personne. Et c'est peut-être pour cette qualité que Yeon souhaitait enseigner l'anglais. Quoi qu'il en soit, c'est elle qui réagira le plus vite, qui répondra le plus vite à cette demande de tutorat. Oui, Yeon vit seule, et oui, elle accepte de recevoir la fille de Yu Jong chez elle pour lui donner des cours d'anglais. Bon, je pense que tu as compris que cette fillette, elle n'existe pas. Yu Jong n'a pas d'enfant, encore moins une fille de 14 ans qui veut apprendre l'anglais. Sur ces images de vidéosurveillance datant du 26 mai
2023, il est 16 heures. Une écolière traverse la rue, jusque-là rien d'anormal, et concentre-toi bien sur la chronologie de cette journée et de la nuit qui suit, car le parcours de Yu Jong est quant à lui très étrange. La fille de Yu Jong se présente aux alentours de 17h30 chez Yeon qui l'accueille. L'enfant, qui est en réalité Yu Jong elle-même, brandit alors un couteau caché dans une de ses poches. Elle poignarde la jeune tutrice 111 fois, une attaque qui durera 10 minutes. 10 minutes qui ont dû paraître une éternité pour la pauvre Yeon prise au dépourvu. Après s'être assurée que la jeune femme est bel et bien morte, Yoo-jeon ressort du domicile. Elle se rend dans 2 supermarchés différents pour acheter des couteaux suisses, des attache-câbles, de l'eau de javel et des sacs en plastique. Ensuite, elle retourne chez elle, puis elle retourne à l'appartement de Yeon. Alors pourquoi avoir choisi 2 commerces différents? Peut-être pour éviter d'attirer l'attention sur elle. Yoo-jeon s'empare d'une valise à roulettes et elle va opérer 3 allers-retours entre chez elle, les boutiques et le domicile de sa victime. Une attitude très risquée pour une meurtrière novice. Et pourtant, Yoo-jong y parviendra sans problème. La fameuse valise est parfaitement visible sur les caméras de surveillance. D'ailleurs, il y a même une caméra à l'intérieur de l'appartement de Yeon. On se demande bien ce qu'il y a dans cette valise. Il est minuit, nous sommes désormais le 27 mai 2023. Yu Jong est à la recherche d'un taxi, un taxi qui pourrait l'emmener près de la rivière Nakdong, à côté de la station de métro Oppo de la ligne 2. Le chauffeur de taxi arrive, il estime que la situation est tout à fait normale, du moins au départ. Arrivée à destination, la jeune femme quitte le véhicule au milieu de la cambrousse. Relativement inquiet, l'homme s'interroge au sujet de cette cliente, qui lui demande de s'arrêter dans ce lieu quasiment désert. Et effectivement, sur les photos et vidéos qui seront diffusées plus tard par les autorités, on constate qu'il y a beaucoup d'arbres, de l'herbe, un endroit assez isolé à la limite du flippant. Même pour un date, session bisous ou un pique-nique, t'irais pas là-bas. Considérant l'âge, la stature et le profil de sa cliente, le chauffeur reste sur place. Il attend par pure courtoisie, entre 15 et 20 minutes. Les Coréens, c'est des bons, ils sont d'une gentillesse incroyable. Il est à ce moment-là 3 heures du matin, et malgré cette courtoisie coréenne, l'instinct du chauffeur de taxi lui dicte que quelque chose ne tourne pas rond. Et il a bien raison. Yu Jong reste dans les bois une vingtaine de minutes, elle revient toujours avec sa valise, pourtant le chauffeur remarque que cette valise, la jeune femme la tient d'une manière différente, comme si elle était beaucoup plus légère. Le chauffeur contacte alors les autorités, il compose le numéro d'urgence coréen, le 112. Il est alerté par ce comportement étrange qui pourrait peut-être révéler la commission d'un crime. Il parvient à persuader Yu Jong de rester à ses côtés en attendant l'arrivée de la police. Des officiers finissent par arriver et procèdent à une fouille du taxi, une fouille de la valise aussi, dans laquelle ils vont remarquer des traces de sang. Petite parenthèse, il y a une version des faits un peu plus théâtrale qui a brièvement circulé dans les médias. Je crois qu'elle continue toujours de circuler d'ailleurs. Dans cette autre version, c'est le chauffeur de taxi qui aurait remarqué du sang sur la poignée de la porte de son véhicule. Donc la poignée lui aurait glissé des mains, il regarde sa main, il voit du sang, genre un film le truc. Ça a été démenti par les autorités, c'est la police qui a remarqué les taches de sang en fouillant la valise vide de la jeune femme. Donc sans plus tarder, ils interrogent Yu Jong, et elle répond dans un premier temps qu'elle a ses règles. Bon, faut m'expliquer comment tu fais pour avoir tes règles à l'intérieur d'une valise. La police, bien sûr, n'y croit pas, les agents l'emmènent donc à l'hôpital afin d'effectuer quelques examens. Et alors, prépare-toi pour la suite, parce qu'il se passe des choses incroyables. Des péripéties, des rebondissements dignes d'un film. À l'hôpital, le personnel soignant confirme, sans surprise, que Yu Jong n'a pas ses règles, elle ne les a pas eues récemment, du moins. Et soudain, révélation. Yu Jong change drastiquement de version, elle affirme avoir accouché, seule, d'un bébé mort-né, et donc elle s'est débarrassée de sa dépouille dans les bois. À ce stade, la jeune femme essaie d'épuiser toutes ses munitions de mensonges, puisque ce type de déclaration
n'est pas forcément des plus intelligents, surtout quand tu te trouves dans un établissement de santé, et surtout dans un pays comme la Corée qui est réputé pour son excellence en médecine. Et puis c'est pas comme si se débarrasser du corps d'un bébé mort-né, c'était pas aussi un crime, hein. Donc c'est un mensonge très créatif certes, mais elle est pas très fine, la Yoo-jong. La suite, tu t'en doutes, des examens supplémentaires sont menés à l'hôpital, notamment un check-up gynécologique. L'état de son utérus ne correspond absolument pas à celui d'une femme enceinte ou d'une maman qui aurait donné naissance toute seule fait le rabat, toute seule dans la forêt. Oui, bien sûr. Après tant d'affabulations, la police décide d'interroger la jeune suspecte afin qu'elle leur révèle la vérité. Arrivée au commissariat, Yu Jong admet avoir un lien avec une certaine Yeon. Elle l'a rencontrée la veille et il s'est passé quelque chose de trop bizarre. Un individu était présent dans la pièce quand elle est arrivée, chez la tutrice, et la pauvre Yeon était déjà morte. Lors de cette rencontre surprenante avec cet individu, un pacte aurait été conclu, un pacte entre cet individu, cet assassin, et Yu Jong. Si elle accepte de se taire et de garder le crime secret, il l'autorisera à vivre en adoptant l'identité de Yeon. Elle reçoit également l'ordre de se débarrasser du corps, chose qu'elle fait donc sous la pression. Hashtag instinct de survie. Concernant le déguisement d'étudiante constaté sur les caméras de surveillance, quand on retrace son parcours la nuit du drame, la jeune femme expliquera qu'elle avait honte de suivre des cours d'anglais à son âge, et c'est pour cette raison qu'elle a inventé une enfant imaginaire. Mais l'interrogatoire se poursuit. Les agents doutent de ses propos. Ce scénario, même s'il semble totalement fantastique, n'est pas pour autant dénué de crédibilité. C'est 3 jours plus tard que la police aura enfin la vérité. C'est Yu Jong elle-même qui va parler d'une dispute qu'elle a eue avec la victime, et c'est à ce moment-là que le meurtre est enfin abordé. Pour quelles raisons les deux jeunes femmes se sont disputées? En réalité, c'était pas vraiment une dispute. Yu Jong aurait commencé à pleurer en disant à la jeune tutrice « Je veux mourir, mais je ne veux pas le faire seule, je ne veux pas mourir seule ». Yeon n'y croit pas, elle pense que c'est une blague, d'ailleurs elle lui dit c'est une blague. Yu Jong sort alors le couteau dissimulé dans son manteau et on connaît la suite. Quand la police lui demande pourquoi avoir fait ça, elle admettra en ces termes je voulais savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Le périmètre de recherche près de la rivière Nakdong est bouclé, fouillé, le corps de Yeon est rapidement retrouvé. Elle a été démembrée. Grâce au dispositif de caméras de surveillance dans les rues, la police peut facilement identifier les endroits où Yu Jong a semé les différentes parties du corps. Le démembrement, c'est une technique qui est utilisée par de nombreux tueurs pour cacher l'identité de la personne qui est victime, et ce n'est pas la seule chose que fera notre fausse écolière pour cacher l'identité de Yeon. L'autopsie révélera que la jeune femme a été poignardée à 111 reprises, surtout à la zone du cou et de la poitrine. Les médias coréens révéleront le 26 juin que l'assassin a également tranché les paumes de sa victime plusieurs fois après une tentative de résistance. Et comme je l'ai dit plus tôt, Yu Jong lui coupe certaines des parties du corps au préalable afin de retarder au maximum, voire empêcher l'identification de la dépouille. L'idée d'effacer le bout des doigts de sa victime a pour but d'empêcher la police de se fier aux empreintes digitales pour une éventuelle identification. Yu Jong a prévu son coup depuis le début, en effet chacun de ses gestes fait partie d'un plan. Cet assassinat, c'était un acte prémédité. Et elle va commencer par se couper les cheveux. Elle veut changer de look, tel un rituel morbide marquant le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Ensuite, Yu Jong s'achète une tenue qui n'attirera aucun soupçon, un uniforme d'écolière qu'elle va se procurer sur internet juste après avoir convenu d'un rendez-vous chez Yeon, sa future victime. Après avoir satisfait sa curiosité, ça fait quoi tuer quelqu'un? Yu Jong ne fuit pas la scène de crime, elle y revient plusieurs fois pour nettoyer les lieux, pour se débarrasser du corps. Après ses aveux, la police décide de la garder, bien sûr de ne pas la relâcher. La jeune femme précise qu'elle ne souhaite pas s'exprimer sans un avocat. Ainsi, elle compte exploiter une stratégie bien particulière, le Shimshinmyak. C'est une loi en Corée qui permet à celles et ceux qui sont mentalement déficients de recevoir une sentence plus légère. Shimshinmyak signifie littéralement corps et esprit malade. Son acte aurait été causé par la folie, c'est la raison qu'elle donne pour expliquer le meurtre, et elle finit par admettre que tuer était un rêve. Lors de la première apparition publique de Yu Jong, les habitants de Busan sont choqués de découvrir à quel point elle est jeune. Avec sa voix douce comme la pluie, elle s'exprime en ces termes : « Je suis désolée envers la famille de la victime.
Je ne pense pas que j'étais moi-même à ce moment, j'ai perdu la tête. Je n'ai rien d'autre à dire, je suis désolée. Je serai obéissante et transparente durant les interrogatoires. Merci. 감사합니다. 프로그램을 즐겨봤다는 진술을 생각하면 가능한 얘기입니다. 피해 여성을 범행 대상으로 특정한 이유가 뭔가요? 피해자와 유가족들에게 정말 죄송합니다. 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. 할 말이 없습니다. 죄송합니다. 검찰 조사에서 성실히 조사에 임하겠습니다. Ne te laisse pas berner par cette voix douce et calme, hein. C'est pas pour autant que Yu Jong est sincère, enfin qu'elle est sincèrement désolée. Elle ne montre aucun regret, et c'est en partie par cet élément que l'affaire est si choquante. Cette jeune femme n'a pas de casier judiciaire, elle n'est pas connue des services de police, comme quoi avoir un casier judiciaire et être connu des services de police, ça fait pas toi un danger pour la société, comme l'a si bien dit Pivoine. La police relève un élément que j'ai trouvé personnellement très parlant, élément qui est sujet à débat en quelque sorte, le choix de la victime. Yeon ressemble à notre meurtrière, elles n'ont que 3 ans d'écart. Au regard de ce qui s'est passé, Yeon aurait pu tout à fait résister à l'assaut de sa tueuse et renverser la tendance, c'est-à-dire survivre. Et d'ailleurs, Yu Jong n'a pas contacté uniquement cette personne, elle a aussi envoyé des messages à plusieurs autres tutrices potentielles via l'application, 54 personnes au total. Et ce que je vais t'annoncer maintenant va probablement t'énerver. Yeon, au départ, elle refuse la demande de Yu Jong. La raison? Une distance qu'elle juge trop grande entre les domiciles des 2 jeunes femmes. Elle explique qu'elle ne pourra pas se déplacer, aller si loin de chez elle pour donner des cours d'anglais à la fille de Yu Jong. Mais Yu Jong, motivée, va insister. Elle propose d'amener sa fille ou d'envoyer sa fille jusque chez elle. Bien sûr, je me suis demandé si l'adresse donnée par Yu Jong à sa victime était sa réelle adresse. Elle aurait très bien pu être assez bête pour lui donner sa vraie adresse, se disant que de toute façon elle allait bientôt mourir, et emmener cette information avec elle dans la tombe. Pour terminer sur ce choix de victime et sur ce choix de rôle qu'elle décide de jouer, on est obligé de se demander si le choix de Yu Jong, si les choix de Yu Jong sont anodins. Est-ce qu'elle s'est placée en fausse mère présente et investie dans l'éducation de son enfant parce qu'au fond, elle a ce regret de ne pas avoir eu ses parents pour s'occuper d'elle? Ce rôle de fausse mère qu'elle s'attribue, est-ce qu'il a été choisi par opportunité, par hasard, ou est-ce que c'est l'expression d'un profond ressentiment envers ses parents, et notamment envers sa mère? Certaines personnes parlent d'une jalousie envers la victime. Elle avait quelque chose que Yu Jong voulait, le savoir, la connaissance de la langue anglaise, chose dont notre meurtrière avait besoin pour trouver un travail. Et même si Yu Jong n'a peut-être pas choisi cette victime au hasard, la jalousie n'est pas le mobile, seulement un potentiel facteur qui a permis ce choix de victime. Ce qui nous amène à la conclusion suivante: si Yu Jong ne s'était pas fait attraper par la police, et surtout signalé par ce chauffeur de taxi, qui, sans le savoir, est peut-être un héros, notre fausse écolière slash fausse mère aurait peut-être massacré d'autres jeunes femmes, et elle aurait pu devenir une tueuse en série. Pourquoi est-ce qu'on en vient à faire cette hypothèse? Tout simplement parce que les serial killers ont très souvent, et dans la très grande majorité des cas, ce qu'on appelle un schéma, un mode opératoire, une façon de procéder qui est répétitive, similaire, perfectionnée avec le temps et qui fonctionne plus ou moins sur le long terme. Les conversations entre Yu Jong et ses potentielles cibles sont intrusives. Est-ce que tu vis seul? Je cherche une tutrice pour ma fille pendant une durée de 2 semaines. Est-ce qu'on peut faire les leçons à domicile, chez vous? L'une des autres tutrices contactées a failli accepter, mais a finalement décliné parce que la jeune femme habitait dans un studio. Et une autre potentielle victime a confié la même chose. Elle a été approchée par Yu Jong de cette même manière. Yu Jong choisit donc des cibles spécifiques, des femmes proches de son âge, la vingtaine. Elles ont besoin d'argent, elles sont célibataires et surtout, elles habitent seules. On en vient donc au moment que tu attends sûrement depuis le début de cette vidéo, le mobile. La police découvre qu'avant le drame, la préparation a pris environ 3 mois. 3 mois pendant lesquels Yu Jong effectue de nombreuses recherches équivoques sur Internet: comment tuer quelqu'un, le meurtre parfait, meurtre sans corps. Ces recherches Internet démontrent non seulement la préméditation, mais aussi bien sûr la stupidité de la jeune femme. Pour quelqu'un qui consomme du true crime à longueur de temps, c'est à croire qu'elle n'a rien compris des erreurs de ses collègues Ted Bundy & Co. Autre erreur commise par Yu Jong, elle conserve la pièce d'identité de Yeon et d'autres éléments, on y revient dans 2 minutes. Dans l'appartement de la victime, on retrouve des objets couverts de sang, d'autres sont tout simplement jetés à la poubelle,
Genre la poubelle c'est sale, la police elle va pas aller jeter un œil. Le nettoyage de la scène de crime est bâclé, la valise incriminante est conservée. On se rappelle que Yu Jong ressort de la forêt avec la valise délestée de son surpoids. Sans parler bien sûr du fait que Yu Jong demande à son chauffeur de taxi de la déposer dans un endroit désert. Une jeune femme d'1,50 m, seule, avec un visage d'enfant, en plein milieu de la nuit. Si elle n'avait pas eu la flemme de marcher pour se débarrasser du corps, peut-être que Yu Jong aurait commis le crime parfait. Ou quoique dès que tu te sers d'internet, normalement on sait que t'es mal barré, hein. Tu sais que la police va trouver ce que t'as cherché. S'il te trouve, toi, responsable du meurtre, et Yu Jong, elle se croyait si intelligente qu'elle était persuadée d'échapper à la police. Imagine juste la tête qu'elle a dû faire quand elle a vu les flics arriver à peine 20 minutes après qu'elle se soit débarrassée du corps. Ça doit peut-être être un temps presque record de résolvation de crimes pour la police coréenne. 20 minutes. D'après certaines sources, si Yu Jong n'a pas bien nettoyé derrière elle, c'est parce qu'elle était enivrée du plaisir que lui a procuré le meurtre. Je cite, cette analyse est d'autant plus probable compte tenu de la période de préparation élaborée et du processus jusqu'au meurtre, en contraste avec le processus post-meurtre. En gros, elle s'est donné énormément de mal avant, elle s'est préparée pendant des mois, et pour l'après, elle a plié ça en 2 minutes. Un peu comme quand tu fais la fête et tu prépares la bouffe pendant des heures, tu manges jusqu'à te péter le bide, tu danses jusqu'à plus sentir tes pieds, et quand c'est le moment de faire le ménage, t'as presque envie de balayer la poussière sous le tapis. Flemme. La meuf a marché dans la forêt toute seule à 3 h du matin. Forêt où un taxi l'a déposée, la définition même du mot flemme. Par contre, là où il faut admettre que Yu Jong a été intelligente, c'est d'abord dans le fait qu'elle ait choisi une inconnue. Souvent, la police cherche un responsable dans l'entourage de la victime. Ensuite, elle a eu l'intelligence de garder le téléphone de sa victime pour qu'on ne remonte pas jusqu'à elle. Si on ne peut pas accéder à l'agenda de Yeon, sa victime, on n'accède pas à son emploi du temps, on ne sait pas ce qu'elle avait à faire, on ne sait pas qu'elle avait un cours d'anglais à donner ce soir-là avec la personne qui allait la tuer. Un mobile ou un genre de sous-mobile va être évoqué. Plutôt, je disais que cette affaire, elle fait penser à un film. Il y a une chaîne YouTube, Crazy TV. C'est une chaîne tenue par une jeune femme qui est d'origine américaine et coréenne. Et elle parle justement d'un film dont le titre est Watcha. C'est un thriller où un des personnages assassine une autre femme et vole son identité. C'est très similaire à ce que Yu Jong a peut-être essayé de faire, même si il est vrai que ça paraît plutôt être un raccourci qui repose sur très peu d'indices. Certes, Yu Jong a porté les vêtements de sa victime après le meurtre, et ce sera confirmé par les images de vidéosurveillance, mais de là à ce que ce soit son mobile, j'en doute. Un sous-mobile peut-être, mais voler l'identité de quelqu'un, c'est quelque chose qui est très compliqué, ça se fait pas comme ça. Faut déjà s'assurer que la personne elle est totalement isolée, qu'elle ait aucune connaissance, famille, etc. Je doute vraiment de ce mobile, ou même de ce sous-mobile. Autre élément qui pourrait attester de cette volonté de vol d'identité, c'est le fait que Yu Jong ait conservé la carte d'identité, le sac à main et le téléphone de sa victime. Mais à mon avis, c'était plutôt des trophées. Comme je le disais plus tôt, le téléphone portable, je pense que c'était surtout pour qu'on ne remonte pas à Yu Jong. Jong Yu Jong est arrêté et inculpé le 21 juin 2023 pour meurtre, profanation de cadavres, abandon de corps et vol. Le responsable du parquet de Busan s'exprimera en ces termes. Jong Yu Jong semblait chercher une issue à la colère profondément enracinée due à son éducation troublée, à ses relations familiales tendues, à ses échecs scolaires et professionnels. On pense que ces tendances psychopathes ont influencé la commission du crime. On se rappelle que la jeune femme a été abandonnée par ses parents. Elle dit elle-même avoir un profond ressentiment envers eux et surtout envers son père. Celui-ci se remarie et c'est une chose qu'elle ne supporte pas. Elle dira que ça lui a brisé le cœur. La police va découvrir que Yu Jong aurait parlé à son père pendant 2 heures, 3 jours avant le meurtre. Elle aurait été très menaçante, lui crachant toute la haine qu'elle cultive vis-à-vis de lui depuis des années, depuis probablement l'âge de 6 ans quand il l'a abandonnée. Je vais faire quelque chose de mal, tu en souffriras, et ensuite je me dévivanterai. C'est les paroles de Yu Jong, alors j'utilise le mot dévivanter pour pas utiliser le mot en S que j'imagine t'as compris. C'est un peu tabou ici sur cette plateforme. Malgré le fait qu'on ne soit pas encore arrivé au procès, le drame a eu lieu quasiment avant-hier, des expertises psychologiques ont déjà été faites sur la personne de Jong Yu Jong. Commençons par établir la distinction entre le profil dit psychopathe et psychotique. Quand on se réfère à la criminologie moderne, la psychopathie s'avère que c'est un trouble de la personnalité qui se traduit entre autres par une absence de remords, un manque d'empathie et une tendance à manipuler l'autre.
Les psychopathes sont généralement des professionnels du meurtre prémédité et réfléchi dans le but de satisfaire leurs désirs. La personnalité psychotique, elle rassemble plusieurs maladies mentales, dont la schizophrénie. On a une vraie perte de contact avec la réalité. Ces personnes peuvent avoir des hallucinations, la fameuse expression être en délire, en plein délire. Les meurtriers psychotiques sont donc considérés irresponsables de leurs actes puisqu'ils sont atteints de pathologie. C'est par exemple le cas de Jared Lee Lohner, qui tue 6 personnes et en blesse 13 autres, lors de la fusillade du 8 janvier 2011 à Tucson, en Arizona. Il a été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie et de paranoïa. D'après les experts, Yu Jong semble correspondre à la définition du terme psychopathe, et ce malgré toutes les erreurs qu'elle a commises lors de son crime parfait, qui n'avait rien de parfait. Et heureusement d'ailleurs, déjà pour la mémoire de la victime, pour que justice soit faite, et aussi pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée de protection de l'identité des victimes, des tueurs? Alors en Corée du Sud, d'un côté, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet aux familles de faire leur deuil en paix sans être harcelées par les journalistes, mais de l'autre, je me dis qu'on a tellement vu d'affaires aux USA par exemple, ou encore en Australie, où on peut justement utiliser la mémoire de la victime pour faire de bonnes choses. Je pense à l'affaire Anna Clark, entre autres. Après sa mort, après la mort d'Anna et de ses enfants, il y a eu des refuges qui ont été créés, il y a eu des associations qui se sont rassemblées, qui ont fait plein de bonnes choses. Donc laisse un commentaire pour dire ce que tu penses de cet anonymat à la coréenne. On continue sur l'expertise psychiatrique de Yu Jong, il y a encore 2-3 choses à dire. Alors que disent les psychiatres justement à son sujet? Tout d'abord, l'analyse des images de vidéosurveillance montre que Yu Jong, elle n'a pas l'air paniquée du tout. Elle est on ne peut plus zen, elle marche presque la fleur au fusil. On dirait presque qu'elle a envie de sautiller de joie, on dirait qu'elle est en train de sautiller de joie. Elle marche dans la ville avec une telle confiance en elle, on dirait une Algérienne. Mais ce ne sont pas de simples observations qui vont permettre de préciser le profil de la jeune femme, bien sûr. Elle va passer un test de psychopathie. C'est un test qui inclut 4 facteurs principaux. Le premier est interpersonnel. On va retrouver certaines cases correspondantes, comme par exemple le mensonge pathologique ou une grandiose estime de soi. Le deuxième angle s'oriente plutôt sur l'affect de la personne concernée, le manque de remords, culpabilité, empathie. Et dans le troisième, on retrouve le mode de vie où le psychopathe a sans cesse besoin de stimulation. On retrouve aussi une absence de but, de projet sur le long terme. Le dernier correspond au caractère antisocial de l'individu interrogé. Des problèmes de comportement qui apparaissent très tôt, la délinquance juvénile. À ce test, si tu obtiens un score au-dessus de 25, bon, c'est chaud. Devine le résultat qu'obtient Yu Jong. 28. Un responsable de la police à Busan déclare: nous ne pouvons pas confirmer le score exact, mais il est vrai qu'il est plus élevé que le chiffre de Kang Ho-sung. Alors Kang Ho-sung, c'est un tueur en série coréen, un des pires de l'histoire du pays. Il enlève et tue 8 femmes entre 2006 et 2008. Un homme doux à qui on pouvait faire confiance, peut-on lire dans l'article Wikipédia à son sujet. Un visage aux airs tout aussi innocent que celui de notre cher Yu Jong. Au passage, je t'invite à regarder le documentaire Netflix sur Kang Ho-sung. Il est incroyablement bien fait. Bon, après c'est Netflix, donc c'est pas étonnant. Il faut noter que les questionnaires de ce genre sont à prendre avec d'énormes pincettes. Il est possible de correspondre à certaines de ces cases et même atteindre un niveau très haut sans pour autant passer à l'acte. Plus récemment, Yu Jong s'exprime de nouveau, certainement pour se faire passer pour quelqu'un de mentalement instable. Elle déclare que sa victime Yeon lui est apparue et elle lui a parlé. Ces sources viennent de journaux locaux, toujours à examiner donc avec du recul, puisque le sensationnalisme c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Corée du Sud. Si cette vision est réelle, de quoi en discuter les jeunes femmes? Ou alors peut-être un cours d'anglais à titre posthume. Elle est très créative, Yu Jong. Je pense qu'on peut tous s'entendre sur une chose, c'est à quel point les images des caméras de surveillance le soir du drame font froid dans le dos. Yu Jong est d'un calme hallucinant, surtout quand elle achète des sacs avec lesquels on sait qu'elle va cacher les morceaux du corps de la pauvre Yeon. Certes, cet élément n'est pas suffisant pour diagnostiquer Yu Jong, mais tu comprends, rien qu'avec ça, ça tourne pas rond dans la tête de cette fausse écolière, cette fausse mère fan de True Crime. Petite parenthèse, est-ce que tu savais que la France a grandement contribué à la naissance de la criminologie? On parle beaucoup des États-Unis et du fameux profiling, #Mindhunter. Pourtant, c'est Jean Pinatel, fondateur de l'anthropologie criminelle, qui propose une synthèse en 1963,
une théorie encore utilisée dans les tests psychologiques actuels, dont les grilles d'évaluation. Parmi les signes de la personnalité criminelle, on retrouve l'égocentrisme, l'agressivité, la recherche de domination, l'intolérance face à la frustration, un manque d'empathie envers les victimes, aucun sens moral. En fin de compte, on comprend que ce profil type ne s'applique pas à tous les criminels, à tous les assassins. C'est peut-être pour ça que c'est aussi difficile de les attraper ou de faire de la prévention. Par exemple, Yu Jong, elle correspond à très peu de toutes ces cases, à part peut-être le manque d'empathie et une moralité douteuse, puisqu'elle franchit le pas de la fascination pour le true crime en mettant en pratique ce qu'elle a vu. Et c'est là qu'on va parler de son obsession pour le true crime, aka le mobile. Je me dois bien sûr de te rassurer, être avide de ce genre de contenu ne fait pas de toi un ou une future criminelle. Bon, je pense que ça on le sait tous, mais c'est bien je le pose là, voilà. Dans le cas de Yu Jong, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ce qu'il s'est réellement passé, c'est pas la passion pour le true crime qui l'a poussé à tuer. L'envie de tuer, je pense qu'elle était déjà sûrement là, quelque part, enfouie au plus profond de son âme, sous forme peut-être de ressentiment envers ses parents, sa situation, sa vie, etc. C'est peut-être d'abord ressorti sous forme de fascination pour le crime, puis curiosité malsaine pour le crime sous forme de meurtre. Le fameux « qu'est-ce que ça fait de tuer ?» Et là, il faut que je te raconte une petite anecdote. La personne qui a écrit le script de cette vidéo, c'est une nouvelle plume qui vient de rejoindre l'équipe. Au passage, excellent travail. Et alors que je suis en train de réécrire le texte, je lui envoie un message pour dire « Ah mais Yu Jong, en fait, elle a changé ses vêtements juste après le meurtre. Elle a mis les vêtements de la victime. » Il me dit « Bah oui, c'est confirmé par les médias et surtout par les autorités, et c'est un des éléments qui tend vers la théorie du vol d'identité. » Et là, je dis Bah attends, je vais te lire les messages, pour que ce soit vraiment fidèle à comment s'est passé le moment, parce qu'il était très fort en émotion. Discord. Donc là, je lui dis Purée, elle a trop cru qu'elle allait pas être reconnue. Genre, hop, je change de veste, et là, j'arrête ma phrase. Et je dis « Oh putain, je viens de penser à un truc, je crois savoir pourquoi elle a fait ça. » Récemment, il y a eu un meurtre en Corée du Sud, un mec a tué une fille dans les toilettes... Bon, je te le lis comme je l'ai écrit. Hein. Un mec a tué une fille dans les toilettes d'une gare, et comment il a cru échapper à la police? Il est entré dans la gare avec une veste jaune, et quand il est sorti des toilettes, il avait une autre veste qui en réalité était la même veste, à l'envers, car double face. Il me répond « Waouh !» Et là, je me dis « Oh putain, on a bouffé du true crime, je suis sûre qu'elle s'est inspirée de lui. » Là, clairement, j'avais le cerveau totalement à l'envers. En septembre 2022, Jeon-ju Hwan, un homme de 31 ans résidant à Séoul, la capitale, stalk sa collègue de travail. Elle refuse ses avances, il la filme dans les toilettes à son insu bien sûr, il la harcèle à tel point qu'il se fait licencier et même arrêter par la police pour harcèlement. Il continue quand même d'harceler la jeune femme, l'appelant jusqu'à 300 fois pour la supplier de sortir avec lui et la menacer quand elle refuse. Un jour où elle se rend au travail, il la suit, et il va l'attendre à l'intérieur de la gare, à la station de métro Sindang, pendant des heures. Quand elle entre dans la gare, il la suit dans les toilettes et la poignarde à mort. En entrant dans la gare, il porte une veste d'une certaine couleur, il ressort avec une veste d'une autre couleur. De mémoire, c'est une veste, mais j'ai lu dans d'autres articles que c'était un genre de chapeau ou une genre de casquette. J'ai pas trouvé de photos, il y a très peu de photos malheureusement sur cette affaire. Ce meurtre, il s'est apparenté plus à un genre de fait divers malheureusement, et pourtant ça a vraiment bouleversé la Corée. Il y a même eu des lois qui sont nées de ça, sur le stalking et tout ça. Donc je suis étonnée du peu d'articles que j'ai trouvés sur l'affaire, mais il y en a, et je peux peut-être me tromper sur la conclusion que je fais avec Yu Jong, enfin sur le lien que j'établis avec Yu Jong. C'est pas un fait qui est avéré, c'est juste une conclusion à laquelle je suis parvenue de ce que je sais de ces deux affaires coréennes. Et c'est en fait en écrivant elle change de veste et hop, et tout de suite ça m'a fait penser à l'autre qui a voulu changer de vêtements pour fuir, pour échapper à la police. Petite parenthèse en plein montage de cette vidéo, ces images que tu vois à l'écran viennent d'une émission télé coréenne où il est question de Yu Jong. Ils font mention à un moment donné de Jeon-ju Hwan, le tueur du métro. Donc est-ce que eux aussi établissent ce lien par rapport au changement de vêtements? C'est fort possible. Malheureusement, je ne parle pas le coréen, donc je ne sais pas. Dans cette émission, il est aussi question d'autres tueurs coréens, donc possible qu'ils ne parlent en réalité que de la divulgation de leur identité dans les médias. Je mets un lien vers la vidéo si jamais tu parles coréen ou si tu connais quelqu'un qui parle coréen et qui pourrait nous éclairer, ce serait sympa. Yu Jong s'est-elle inspirée de cet autre crime qui a eu lieu récemment en Corée? S'est-elle inspirée d'autres tueurs dont elle était obsédée? C'est peut-être des questions auxquelles on aura bientôt
des réponses. Un petit mot sur le grand-père de Yu Jong avec qui elle habitait. Récemment, il s'exprime et il déclare ressentir un grand chagrin et même de la honte. Je veux m'excuser 100 fois auprès de la famille de la victime pour avoir mal élevé ma petite fille. C'est ce que je ressens. Une première audience est prévue pour le 14 juillet. Alors au vu des faits, on peut déjà spéculer. Quant à l'issue du procès, il s'agit en effet d'un meurtre au premier degré. Petit rappel, le meurtre au premier degré, c'est un assassinat, il est commis donc avec préméditation. Et le second degré, ça concerne tous les autres types de meurtres. En Corée du Sud, la peine de mort est toujours en vigueur, mais la date de la dernière exécution remonte à 1997. Il y a plus de 60 personnes qui sont en ce moment dans le couloir de la mort, et la grande majorité d'entre eux va probablement mourir en attendant son exécution, c'est-à-dire mourir de cause naturelle. Comme d'habitude, je mettrai une mise à jour en description ou en commentaire épinglé quand elle sera disponible par rapport au procès, en espérant bien sûr que justice soit rendue pour Yeon. Pour conclure, je t'ai préparé 2-3 petites choses sympas, entre guillemets, hein, en gardant bien sûr le meilleur pour la fin. Ça va parler bouffe, hein, donc reste bien jusqu'à la fin. On a commencé avec de la nourriture, on termine avec de la nourriture. Tout d'abord, on revient 2 petites minutes sur la loi qui protège l'identité des victimes et des criminels ou présumés criminels. Alors, il faut savoir qu'en Corée, il y a tout un processus pour dévoiler l'identité d'un tueur ou d'une tueuse, même présumée. Il y a un comité qui se réunit pour prendre la décision. La personne concernée doit remplir un certain nombre de conditions, comme par exemple le fait que le crime doit être vraiment horrible et violent, les preuves doivent être incontestables, et pour citer une dernière condition, enfin une autre condition, mais pas la dernière, il doit être prouvé que c'est dans l'intérêt du public d'avoir cette information, à savoir par exemple pour assurer la protection du peuple. Bon, Yu Jong, elle est arrêtée, hein, je pense que ça va aller, je pense qu'elle ne sera un danger pour personne. Elle n'est un danger pour personne d'autre, si ce n'est peut-être elle-même derrière les barreaux. Et éventuellement peut-être des co-détenus qui parlent anglais mieux qu'elle. Honnêtement, je pense que c'est peut-être aussi un peu par choquance extrême que la Corée a dévoilé son identité. En plus, c'est une femme. Alors en Corée, déjà, le crime tout court, c'est quelque chose d'assez rare. Enfin, c'est pas aussi commun que... C'est un pays qui est 1000 fois plus sûr que la France, par exemple. Quand c'est une femme qui est responsable d'un crime aussi vicieux, aussi sournois, aussi tous les autres adjectifs qu'on pourrait utiliser pour décrire l'horreur, on était presque obligé de rendre public cette information. Voici une photo de la cellule de Yu Jong. Quand elle commence à circuler sur Internet, les Coréens sont indignés, non seulement parce qu'on dirait plus une petite chambre d'étudiante qu'une cellule de prison, et aussi parce que, je ne sais pour quelle raison, en parallèle de cette photo qui est publiée, le menu est également rendu public, le menu des prisonniers. Et voici celui du mois de juin. Soupe, salade, escalope de porc, boulettes de viande hachée, poulet aux légumes, etc. L'élément qui va retourner le pays, crème glacée. 주말에는 아이스크림과 옥수수 같은 간식거리도 번갈아 나옵니다. Mais comment ça, de la crème glacée le samedi? C'est le contribuable qui paye, c'est un scandale. Pourquoi ils mangent mieux qu'à l'armée? Il y a des gens qui relèvent qu'il y a des tueurs qui sont derrière les barreaux en Corée et qui mangent mieux que les soldats qui défendent le pays. C'est pas normal, en effet. Il faut que je te lise 2 ou 3 des commentaires que j'ai trouvés en bas d'un des articles où il est mention du menu et de la cellule qui ressemble à une studette, parce qu'ils m'ont bien fait rire. Ils ont des nutritionnistes en prison? C'est drôle. Servez-leur du riz nu. Bon, Google Trad, pas top. Riz nu, je pense qu'il voulait dire du riz nature. Ah, elle mange mieux que moi. Mieux que la cafétéria de l'entreprise. Servez-leur de la bouffe pour chien. Ça, celui-là, j'aime bien. Je suis un petit peu d'accord. Cette meurtrière mange mieux que moi et elle paie pas de loyer. Elle paie pas de loyer. Oui. Il suffit de leur donner un peu de riz et un peu d'eau tous les jours, juste pour pas mourir. Pourquoi vous vous occupez si bien des criminels? C'est une excellente question. 3 repas par jour et des collations, c'est du gaspillage d'argent. Ils sont trop marrants, les Coréens. Ce serait bien d'avoir un système carcéral privé, comme aux États-Unis. La nourriture serait donnée avec parcimonie pour faire du profit. Wesh, c'est l'hôtel. Bon, la personne n'a pas dit wesh, mais tu sens le wesh dans son indignation. Bon, j'arrête là, il y avait beaucoup de commentaires et ils étaient tous, presque tous, très drôles. Petit mot de la fin. Ne tue pas des gens, hein. Tu peux aimer le true crime, mais fais-toi des amis, sors, va boire un café, va au parc, marche un petit peu. Et une vie sociale, parce que c'est pas bon signe si tu aimes mes vidéos et que tu n'as pas de vie sociale.
ne tue pas des gens. Bon, plus sérieusement, on va passer au Random Item Review. Elle est perturbante, cette vidéo, quand même. Elle est perturbante, cette affaire. On passe au Random Item Review, parce que ça faisait peut-être 2-3 vidéos que j'en avais pas fait. La 3e saison de la série Warrior est enfin arrivée. Elle est sortie le 29 juin. Alors, je sais pas sur quelle plateforme elle est disponible. Je crois que c'est disponible sur OCS. Si tu as un VPN, c'est disponible sur Max, la nouvelle version de la plateforme de streaming HBO Max. Enfin, qui s'appelle HBO, qui s'appelait HBO, puis HBO Max, et maintenant ça s'appelle Max. Bon, Assam, le retour. Alors, la seule chose que je peux dire, parce que j'ai seulement vu un trailer, c'est que le grand Marc Dacascos est dans la saison 3. Alors, si tu connais pas Marc Dacascos, c'était mon gros crush il y a fort longtemps. Il a joué le rôle principal dans le film La loi du plus fort, un grand classique de ma jeunesse. Le film qui m'a donné envie de faire de la capoeira, et j'en ai fait pendant 2 ans et demi. Bon, après, j'ai arrêté parce que ça coûtait trop cher. Reprendre bientôt, why not? Pourquoi pas, pourquoi pas? Marc Dacascos est donc dans la saison 3 de la série Warrior, que je n'ai pas encore vue, donc pas de spoiler. J'attends Justin, en fait, 7 heures de décalage entre nous, c'est quand même assez compliqué. J'ai plus souvent envie de jouer à la Play que de regarder la télévision avec Justin Bridou. Surtout que j'ai un très gros problème avec lui. Et alors dis-moi si toi comme moi, tu as ce gros problème avec ton autre moitié. Ça, honnêtement, je suis sûre que c'est un motif de divorce dans les couples. Justin, quand il regarde un truc, il n'est pas focus. En fait, il va être sur un petit peu sur son téléphone. Pire encore, des fois, il quitte carrément la pièce. Ça veut dire que tu es en train de regarder une série ou un film et tu n'établis aucun contact visuel avec ton écran, aucun contact auditoriel. Le pire, c'est qu'il revient, il s'assoit et il continue de regarder. Enfin, il veut pas revenir en arrière. Il me dit pas, tu sais, reviens un petit peu en arrière. Moi, quand je regarde un film, une série, même si je les connais déjà par cœur, par exemple Scrubs ou Big Bang Theory, c'est souvent les trucs que je regarde quand je mange, ou quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Excuse-moi, mais même si je vais faire pipi, je fais pause. Ou des fois, j'emmène la manette. Au moins que je puisse avoir le contact auditoriel, tu vois. J'emmène la manette avec moi dans les toilettes, je fais ma pause pipi, je me lave les mains bien sûr, je reviens à la télé. Mais comment tu fais pour regarder un truc sans être focus comme ça 100%? Donc c'est très difficile pour moi de regarder des films ou des séries avec Justin Bridou. Le seul moment où on peut le faire sans qu'il m'énerve, c'est au cinéma parce qu'il n'y a pas le choix. Justin, je t'aime, je rigole. Ça m'énerve, mais je t'aime quand même. Je pense pas qu'on va divorcer pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Elle était vraiment très particulière. Celle-là, elle est hyper inattendue. C'est hyper inattendu comme affaire. C'est arrivé 2-3 fois que des gens fans de True Crime passent à l'acte, mais c'est hyper rare en fait. Et Dieu merci. Parce que sinon, ce serait un élément qui permettrait la prévention. On surveillerait tous les gens qui regardent mes vidéos. Sur cette note, ben voilà, c'est tout pour moi. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.